Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va vous parler d'avions et plus exactement de construction d'avions. Oui, et pour savoir comment ça se passe, on a roulé jusqu'ici à Toulouse, à l'usine d'Airbus, le plus grand constructeur d'avions ici en Europe. Et ici, chaque jour, un nouvel avion sort de la chaîne d'assemblage. Ouais, pour y arriver, les techniciens ici travaillent quasiment à flux tendu. Et malgré la dimension monumentale de ce hangar, ils le font dans la plus grande précision jusqu'au moindre petit détail. Question du jour, comment construit-on les avions modernes? Et on s'intéresse aussi à l'avion du futur qui doit devenir encore plus léger, plus confortable, plus économe en énergie. Et pour répondre à ces questions, on va rencontrer ceux qui cherchent en permanence de nouvelles solutions, les ingénieurs et les techniciens. Oui, et ce qu'on voit derrière nous ici, c'est les A330. Il a été modernisé récemment et il est fait de plus de 3,5 millions de pièces détachées. Certaines sont construites en France, mais d'autres aussi dans toute l'Europe. Et pour qu'elles arrivent toutes au bon moment pour être assemblées ici à Toulouse, ça demande une certaine organisation. La construction aéronautique moderne constitue une immense chaîne de production multinationale. Exemple avec l'A320. Le nez de l'appareil provient de France et est assemblé avec un fuselage originaire d'Allemagne. Les ailes sont construites en Grande-Bretagne. La gouverne de direction est aussi fabriquée en Allemagne, tandis que les gouvernes de profondeur viennent d'Espagne. La plupart des tronçons de plusieurs tonnes sont acheminés d'un site à l'autre par un supertransporteur spécialement conçu à cet effet, le Beluga. Le site de Hambourg-Finkenwerder, qui accueille 3 Belugas par jour, contribue au développement et à la construction de différents types de modèles Airbus. Tandis que l'immense trappe de chargement s'ouvre au-dessus du cockpit, le capitaine Rolf Hanack et son collègue français évaluent la consommation de kérosène du vol retour à destination de Toulouse. 10 km au 4200 pieds. Pour travailler sur un beluga, il est indispensable de maîtriser le français, car c'est la langue que nous parlons au sein du cockpit. Nous communiquons avec la tour de contrôle en anglais, bien sûr, mais notre langue de travail principale est le français. 5 Belugas assurent la distribution régulière des différents modules d'avion aux 4 coins de l'Europe. Celui-ci transporte une partie du cockpit d'un A320 originaire de Toulouse. En tant que commandant de bord, Rolf Hanack doit veiller au bon déroulement du chargement. Peu avant le départ, il vérifie la nouvelle cargaison qu'il s'apprête à ramener en France. On se relaie au sein de l'équipe, mais en règle générale, les vols sont assurés à tour de rôle par le copilote et le commandant de bord. Nous avons tous les deux suivi la même formation et possédons plus ou moins les mêmes compétences. Chaque matin, nous procédons à un tirage au sort pour savoir qui va se charger du premier vol et on se répartit ensuite les missions de la journée. Avec une capacité de chargement de 1400 m3, le Beluga a une capacité d'emport plus importante que celle du légendaire avion cargo soviétique Antonov AN-225. La queue d'un appareil fabriqué à Hambourg doit être acheminée jusqu'à Toulouse. Elle y sera assemblée avec un tronçon de fuselage originaire de France. Sans les avions Beluga, toute la chaîne de production décentralisée d'Airbus serait un vrai casse-tête. Durant leur escale d'1 heure à Hambourg, le capitaine Rolf Hanack et son collègue français ne fouleront pas le sol allemand. Leur avion a déjà fait le plein et est prêt au décollage. Ce soir, nous dormirons à Toulouse. L'ensemble de l'équipage est basé là-bas. Nous partons donc toujours de cette ville, puis nous effectuons des rotations quotidiennes ou avec des escales de 2 ou 3 jours. Nous passons donc régulièrement la nuit à Hambourg, Brême, Chester, Madrid, Séville ou Ankara. Désormais, Airbus possède aussi des sites d'assemblage et de finition en dehors de l'Europe.
Des pièces d'avions préfabriquées sont ainsi acheminées jusqu'en Alabama aux États-Unis ou Tianjin en Chine. Voilà, le Beluga a terminé son déchargement. Patrick Orfila, c'est vous qui gérez les opérations ici. Qu'est-ce qui est arrivé et d'où? Alors, c'est une voilure 350 qui arrive de Brême. Mais si le fuselage est ici, et le cockpit est là-bas, et l'assemblage à un autre endroit, pourquoi pas assembler toutes les pièces ensemble à un endroit? Parce que chaque entreprise Airbus en Europe a une spécialité. Par exemple, les voilures, c'est l'Angleterre. Le fuselage, la partie arrière de tous les Airbus est fabriqué en Allemagne. La partie avant de tous les Airbus est fabriquée à Saint-Nazaire. Chaque pays a une spécialité. La dérive aussi et le PHR en Espagne, par exemple. Voilà. Chaque pays a une spécialité dans son domaine. Et à Toulouse, nous sommes la chaîne où nous assemblons l'ensemble de ces sections. Et y a-t-il aussi des pièces qui sont même trop grosses pour le Beluga? Absolument. Oh. Les pièces de la 380, par exemple. Le fuselage, les voilures, tout ça ne passe pas. Ça passe par la route et par bateau. Et quand toutes les pièces sont arrivées, elles arrivent ici dans ce hangar énorme qui est dédié au modèle A330, la chaîne d'assemblage finale. Et on a de la chance parce qu'on arrive justement au moment où les ailes vont être emboîtées avec le fuselage. David Daven, vous êtes chef d'équipe ici. Combien d'avions vous construisez par mois? Aujourd'hui, on sort 6 avions par mois. On a 2 postes 40, donc on sort 3 avions par mois par chaque poste. Oh, c'est beaucoup. Et ça prend combien de temps pour assembler toutes les pièces de puzzle pour que ça donne un avion? On peut dire 6 à 7 jours pour chaque poste pour sortir l'avion. Et il faut savoir qu'il y a plus de 4500 trous percés et alésés, dont, où on met des fixations cylindriques et coniques, dont 80 ferrures de renfort pour la jonction, qui sont ajustées. Pour construire un avion qui réponde aux exigences du transport moderne, ça demande une sacrée dose de précision et ça demande aussi le travail des ingénieurs en coulisses pour améliorer en permanence les différents éléments de l'avion. La priorité numéro 1 en ce moment, c'est les rendre plus légers. Dans l'atelier de production Airbus de Stade, près de Hambourg, on fabrique les ailes de l'A350 à base de plastique renforcé de fibres de carbone, PRFC en abrégé. Les fibres très fines de ce matériau sont superposées par couches successives. Ces ailes de 32 mètres par 6 mètres sont les plus grosses pièces d'avion en fibres de carbone au monde. Vous avez utilisé combien de rouleaux? C'est le 4e de la journée. D'accord. Ça avance bien. Tant mieux. Ça ne pourrait pas aller mieux. Les machines tournent bien. Parfait. On n'a vraiment pas à se plaindre. Vous en êtes où avec la dépose des nappes? On aura fini demain. La fabrication de ce matériau innovant requiert beaucoup de minutie et de savoir-faire. Sandra Boube est titulaire d'un diplôme de mécanicienne en technique plastique et caoutchouc. Il y a un an, la jeune femme de 29 ans se tenait elle-même derrière cette machine. Aujourd'hui, elle est responsable du contrôle qualité de toute la chaîne de production des tissus en fibres de carbone.
Le PRFC n'est pas dangereux, mais il contient de la résine. Je dois donc m'en protéger, mais aussi ne pas le contaminer avec mes doigts. C'est pour ça que je porte toujours des gants. 20 000 mètres de nappes de fibres de carbone sont nécessaires à la fabrication des ailes, qui pèsent jusqu'à 30% moins lourd que leurs équivalentes en aluminium. Le PRFC est un matériau fascinant. On voit ici que ces rubans sont tous unidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils sont tous disposés dans la même direction. Ils sont indéchirables. Comme vous pouvez le voir, les bords de chacun d'entre eux sont retenus par de la résine. Un ruban comme celui-ci se compose de 12 000 filaments. Bien que le PRFC présente de nombreux avantages, le métal n'a pas encore totalement disparu dans le domaine de la construction aéronautique. Une technique innovante a quant à elle révolutionné l'ensemble du processus de fabrication, l'impression 3D. Dans l'atelier Airbus de Hambourg, de nombreux prototypes et des pièces uniques sont façonnés au moyen de ce dispositif révolutionnaire. Comme cette pièce destinée au système d'alimentation en kérosène de l'avion. Son impression 3D en titane s'échelonne sur plusieurs jours. Le principe, une fine couche de titane de 0,3 mm d'épaisseur est déposée sur le plateau de l'imprimante 3D. La poudre est alors solidifiée par fusion au laser. Une nouvelle couche de poudre est ensuite déposée sur l'ébauche de la pièce et le processus se répète jusqu'à obtenir progressivement l'objet voulu. Une impression en 3D coûte cher, mais c'est le matériau employé, en l'occurrence le titane, qui est onéreux. Cela nous coûte toutefois moins cher d'avoir recours à cette technique, dite additive, que de procéder à l'usinage d'un bloc brut initial. Les résidus de poudre de titane peuvent en effet être réutilisés indéfiniment et les pertes de matières premières sont de 5% seulement. Les premières pièces d'avion en titane imprimées en 3D ont réussi tous les tests d'aptitude au vol et sont déjà en cours de fabrication. À l'avenir, nous serons en mesure de fabriquer des pièces d'avion de 30 à 55% plus légères. Il s'agit là d'une véritable révolution dans notre domaine. Cette technique est également plus respectueuse de l'environnement. Et pas seulement au niveau du processus de fabrication, qui ne nécessite qu'une poignée de poudre de titane, mais aussi lorsque les avions sont en vol. Nos appareils restent en service pendant 25 ans à raison de 10 vols par jour à 11 km d'altitude. Grâce à cette économie de poids, nous allons donc à la fois diminuer la consommation de kérosène et préserver l'environnement. À ce jour, la taille des imprimantes 3D ne permet de produire que des pièces d'une surface de 25 cm par 25 cm. Rien à voir avec le PRFC. Voici le plus grand autoclave au monde. Dans cet immense récipient de 9 mètres de diamètre et de 36 mètres de profondeur, les ailes de l'A350 durcissent pendant 10 heures à une température de 180 degrés et à une pression de 10 bars. Les moules ultra résistants qui les contiennent empêchent la moindre tension durant la chauffe et le refroidissement des pièces. Pour Sandra Boube, la finalisation d'une des plus imposantes pièces d'A350 en fibre de carbone est toujours un grand moment. Pour moi, l'A350 est un avion fantastique. C'est le premier appareil doté d'autant de composants en PRFC. Il fait vraiment notre fierté. Les ailes gigantesques de l'avion sont ensuite extraites de l'autoclave pour être façonnées. Dans un premier temps, on découpe le profil exact des ailes. Puis on y dispose des longerons pour leur conférer plus de rigidité. Aujourd'hui, cet atelier fabrique une aile d'avion par jour. D'ici à 2018, il devrait doubler sa production quotidienne. Et on a retrouvé Jean Ladoès, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'interface entre les avions qui sont construits ici et les besoins des compagnies aériennes. Et derrière nous, on a un avion assez spécial, c'est l'A330 Neo, le tout premier qui va sortir de la chaîne d'assemblage. Alors on a vu l'A350 a des ailes en carbone. Quelle est l'innovation à bord de l'A330 Neo? Alors ce qu'il a de mieux, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, de l'amélioration en consommation carburant. Donc 14% de consommation en carburant en moins par rapport aux A330 que vous avez vus avant dans le reportage.
grâce aux nouvelles technologies et aussi pour les passagers qui nous regardent probablement, c'est un nouvel intérieur, une nouvelle cabine avec plus de confort, de nouveaux éclairages pour rendre le voyage beaucoup plus agréable pour les passagers. Et combien de personnes peuvent monter à bord d'un A330 ? On va dire que les capacités typiques, donc on a 2 membres dans la famille A330, elles varient entre 250 et 300 sièges pour des configurations standards avec une classe affaires, une classe économique. Après, certaines compagnies soit utilisent vraiment des configurations très confortables, donc on peut avoir 200 sièges, ou au maximum de la capacité, on peut avoir jusqu'à 440 sièges dans l'avion. Joël Sudre, là de toute évidence on est à l'étape suivante. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est ça, donc on vient de terminer l'aménagement de la zone 1, on vient de monter les porte-bagages, les panneaux hublots, on finalise la moquette et on est en train de monter petit à petit les sièges Yankee Class de la zone 1. Et après on part en voyage. Et après on part en voyage. Et qu'est-ce qui se trouve sous la moquette? Alors sous la moquette, c'est les panneaux noirs, c'est les planchers et cabines qui sont en carbone. En carbone? En carbone, ce qui permet d'améliorer le poids de l'avion et ce qui permet aussi d'améliorer du coup la consommation de l'avion. Ouh là là, maintenant on entre dans la partie de l'avion où nous avons toujours rêvé d'entrer, c'est le cockpit. Dans ce cockpit, les techniciens doivent vraiment se concentrer. On ne peut pas les déranger longtemps. Mais pour que vous ayez la possibilité de vous y balader tranquillement, Pierre a fait des heures supplémentaires. Avec une caméra spéciale, il a tourné un film 360 degrés pour vous dans un des plus grands avions du monde. L'avantage de ce film, c'est vous, le réalisateur. Tout ce qu'il vous faut, c'est un smartphone, une tablette ou un ordinateur. À vous de décider ce que vous voulez regarder en haut, en bas, à gauche, à droite. On vous donnera le lien à la fin de l'émission. Soyez au cœur de la naissance de ce géant désert. Dans un A380, jusqu'à 850 passagers doivent pouvoir prendre place confortablement. Et ça, pendant des heures. Une tâche pas facile. Alors, les constructeurs d'avions doivent être très inventifs. Leur objectif, un maximum de confort dans un minimum de place. Concevoir le design intérieur d'un avion exclusivement sur ordinateur pourrait bientôt faire partie du passé. Dieter Kasch et son équipe s'apprêtent à tester les aménagements qu'ils ont développés dans une cabine virtuelle. Équipés de capteurs et de casques de réalité virtuelle, ils vont s'assurer que le confort des passagers et l'utilisation de l'espace s'harmonisent de manière optimale. L'occasion de repérer aussi les zones trop étroites qui pourraient gêner le passage du chariot de service, par exemple. Dans l'idéal, il faudrait remonter un peu l'élément central. Ce serait peut-être mieux. Sitôt dit, sitôt fait. Nous utilisons exactement les mêmes techniques que pour un film d'animation en 3D. Nous travaillons donc au millimètre près pour obtenir une configuration optimale de la cabine. Les compagnies aériennes ont ainsi la possibilité d'explorer virtuellement, dans un catalogue en 3D, le design, le confort et l'ambiance des futures classes économiques et affaires de leurs appareils. Décor en bois ou salon de luxe, tout est question de prix. Des cabines test grandeur nature sont ensuite créées à partir de ces études virtuelles, comme dans cet atelier d'Airbus à Toulouse. Ingo Vugetzer sait parfaitement ce qu'un passager s'attend à trouver aujourd'hui à bord d'un avion.
Une connexion permanente, un large choix de divertissement et un espace de travail. « 90% des passagers voyagent avec leur ordinateur portable, leur smartphone ou leur tablette et souhaitent évidemment pouvoir les utiliser en vol. Cela sous-entend qu'ils ont besoin d'un accès à Internet et veulent avoir la possibilité de se brancher sur les écrans vidéo de l'avion qui sont plus grands et plus lumineux. Ils veulent retrouver le même confort que celui qu'ils ont chez eux ou sur leur lieu de travail. C'est une des grandes tendances actuelles. » Des tendances qui n'échappent évidemment pas aux constructeurs aéronautiques. Désormais, le seul confort des sièges ne suffit plus aux passagers. Ports de connexion et espaces de rangement supplémentaires ont autant d'importance à leurs yeux. Sans oublier les supports rabattables pour tablettes et autres appareils électroniques. De quoi permettre aux voyageurs de se détendre et de recharger ses batteries pendant toute la durée du vol. Dans les cabines de demain, justement, fini les problèmes de batterie vide. Des pare-soleils dotés de cellules photovoltaïques fourniront du courant en continu à tous les voyageurs. De nombreuses compagnies aériennes projettent également d'équiper les dossiers des sièges d'écrans vidéo donnant accès à toute une palette de divertissements. Le passager n'aura ainsi plus besoin de sortir tout son attirail électronique de ses bagages. Un large choix de films, de séries et autres jeux vidéo seront accessibles via son téléphone portable ou l'écran tactile. Un serveur interne permettra aussi aux voyageurs de poster des messages sur les réseaux sociaux ou de chatter avec son voisin. Le shopping aussi sera facilité. Les articles volumineux achetés à bord attendront leur propriétaire dans le hall des arrivées de l'aéroport. Seul le règlement devra être effectué dans l'avion. Autre innovation à plus long terme, la reconnaissance gestuelle qui remplacera l'actuel écran tactile. Comme vous le voyez, un simple geste de la main suffit à activer le système, puis à faire défiler les différents onglets du menu. Ces mouvements tendent à se rapprocher de plus en plus de ceux que nous effectuons spontanément. Ils ne sont pas encore très naturels, mais à l'avenir, il nous sera possible de piloter un système informatique à l'aide de gestes plus discrets. Les toilettes à bord sont quant à elles censées passer de lieux d'aisance fonctionnelle à de véritables espaces de bien-être. Ce dispositif diffuse un parfum plus agréable au sein du cabinet de toilette. D'autre part, grâce à une ambiance musicale, les passagers percevront les toilettes comme un endroit plus hygiénique. Et enfin, plus besoin de toucher le robinet pour faire couler de l'eau, ni le couvercle de la poubelle pour l'ouvrir. Les détritus, justement, atterriront dans un compacteur, sorte de presse à déchets miniature permettant d'économiser de la place dans la cabine où chaque centimètre compte. Grâce à un système d'éclairage innovant, les voyageurs pourront aussi s'adapter en douceur au décalage horaire. Des lampes à LED diffusant différentes ambiances à l'intérieur de l'appareil permettront de synchroniser le biorhythme des passagers avec l'heure locale de leur destination. L'éclairage peut influencer notre organisme. Ainsi, le fait de remplacer la lumière blanche habituelle par une lumière rouge qui simule un coucher de soleil entraîne une libération de mélatonine, une hormone capable de faire reculer notre horloge interne de 3 à 4 heures. Autre point important, fini l'inconfort des sièges et les voisins un peu trop envahissants. Un appuie-tête rabattable permettra de tenir les bavards à distance et de soutenir la tête en cas de petits sommes, tout en évitant les torticolis. De nouveaux aménagements permettront aussi de régler enfin la lutte pour l'accoudoir. Mais même dans la cabine du futur, les passagers continueront sûrement à se disputer le moindre petit centimètre. Le problème pourrait toutefois être définitivement réglé. À en croire Airbus, le design intérieur des futurs avions s'apparentera à une navette spatiale à la Enterprise, le célèbre vaisseau de la série américaine Star Trek. Les passagers pourront se retrouver dans un vaste espace-bar ou se prélasser au-dessus des nuages dans une atmosphère détendue en profitant de la vue panoramique. De quoi presque dissuader les voyageurs de descendre de l'avion. On est là. Entre-temps, notre Airbus A330 est terminé. Il ne reste plus que quelques tests et un peu de peinture avant de le livrer au client. L'avion du futur est déjà en marche, encore plus économique, plus confortable et plus léger. Ouais, quand on voit tous les idées pour nous donner plus de place, par exemple, à bord, c'est presque trop beau pour être vrai, je dirais. Au final, c'est la compagnie aérienne qui décide si elle veut offrir tous ces gadgets.
Et si vous voulez prolonger un peu la visite ici à Toulouse, on vous a préparé une petite surprise sur Arte 360. Vous allez pouvoir vous glisser dans la peau d'Odorta et Pierre pour voir comment on construit un A380. C'est l'avion de transport de passagers le plus grand au monde. L'adresse s'affiche ici en bas de votre écran. Alors d'ici là, restez curieux et à la prochaine. Au revoir. Allez, on décolle? Ouais. À la prochaine. Au revoir.